bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Effectivement, donc on va d'abord se présenter. Donc, moi, je suis le docteur Narad Afek. Je travaille à la Tour d'Asnières et donc je suis accompagné, comme vous l'avez vu, de Mathieu Bouchard, qui est ergonome, et Aurélie Dosserès, également ergonome, qui du coup font partie de l'équipe pluridisciplinaire. Et par ailleurs sont de très grands sportifs. Alors du coup, effectivement, simplement pour vous présenter l'association Horizon Santé Travail. Donc comme toutes les associations de santé au travail, elle est coordonnée et animée par le médecin du travail qui du coup s'entoure d'une équipe pluridisciplinaire de préventeurs, donc ergonomes ou psychologues du travail. Il y a aussi des techniciens en hygiène et sécurité, des assistants de services de santé au travail. Et nous avons aussi une cellule de maintien en emploi et la possibilité également de faire intervenir une assistante sociale. Et par ailleurs, il y a aussi une équipe médicale de santé au travail constituée également par donc le médecin collaborateur, l'infirmière en santé au travail et l'assistante médicale. Alors du coup, effectivement, pourquoi garder la forme en télétravail? Horizon Santé Travail a effectivement présenté un webinaire sur le déconfinement pour les entreprises qui reprenaient le travail en présentiel début mai, mais nous avons aussi beaucoup d'entreprises qui continuent en télétravail toujours actuellement. En effet, le protocole de déconfinement du ministère du Travail précise que l'employeur a pour obligation d'assurer la santé et la sécurité du salarié, et cette obligation passe par les 9 principes généraux de prévention, dont le premier est de supprimer le risque. C'est-à-dire dans le risque de la COVID-19, cela passe par la mise en place des mesures de prévention collective telles le télétravail. Voilà. Du coup, là, beaucoup d'entreprises de tertiaire sont toujours en télétravail. Alors, Aurélie et Mathieu vont d'abord vous présenter comment bien s'installer à son poste de travail. Ensuite, je vous parlerai de comment garder le moral, comment garder les addictions, et Aurélie et Mathieu finiront sur comment garder la forme physique. Très bien. Avant de te laisser la parole, Aurélie, juste 30 secondes. Oui. N'hésitez pas à nous laisser, parce que vous ne pourrez pas parler, n'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos remarques sur le chat. Nous sommes 3 pour y répondre, donc on fera le mieux possible. Donc voilà, n'hésitez pas, le chat est là pour ça. Très bien, merci Mathieu. Donc, comme l'indique le docteur Fleck, aujourd'hui, on est dans une situation assez particulière puisqu'on est pour la plupart d'entre nous dans un contexte de télétravail qui n'a pas forcément, pour la plupart des personnes, été anticipé ou préparé. Pour certains, c'est même une première de travailler de chez soi. Donc, il a fallu faire face à une adaptation d'urgence, à une situation un petit peu dégradée d'un environnement de travail dans lequel on n'a pas l'habitude d'évoluer. Donc aujourd'hui, ce que l'on va essayer de vous communiquer et surtout de pouvoir vous transmettre, c'est des astuces. On va partir sur les principes généraux d'un ajustement, d'un aménagement de poste de travail que vous pourriez avoir dans le cadre de votre entreprise. Mais on va prendre surtout en compte le fait qu'aujourd'hui, vous soyez en télétravail et que vous ne disposez pas de tous les équipements que vous auriez si vous étiez en entreprise, pour pouvoir avoir une installation la plus optimale pour vous en fonction de ce que vous avez pour travailler. Donc, le travail sur écran en soi, c'est pas nuisible pour la santé, c'est pas une réelle contrainte, même si la position assise n'est pas une position naturelle pour l'homme. En revanche, lorsqu'elle est prolongée, lorsqu'elle n'est pas forcément adaptée ou ajustée,
eh bien, elle génère des risques pour la santé, tels que les troubles musculo-squelettiques. Donc, ce sont des troubles liés à des articulations et souvent, dans le cadre du travail sur écran, dans les membres supérieurs. On va avoir des douleurs au niveau des cervicales, des trapèzes, dans l'ensemble du dos. La fatigue visuelle. Travailler sur écran, c'est quand même assez fatigant et surtout, on verra plus tard que le télétravail nous amène parfois à ne pas s'ajuster avec les pauses qu'on a habituellement la possibilité et l'habitude de faire au travail. Le stress parce que le télétravail, c'est pas forcément quelque chose que l'on maîtrise, on a l'habitude, on est dans un autre environnement. Le contexte actuel aussi un peu parfois anxiogène peut générer plein de facteurs. Donc tout ça ont des impacts sur le corps. Le trouble veineux, c'est la position assise prolongée qui peuvent atteindre les risques. Donc finalement, on est en train de controverser le grand principe de l'ergonomie. L'ergonomie, c'est le travail qui s'adapte à l'homme, et aujourd'hui, c'est l'homme qui a dû un petit peu s'adapter à son environnement de travail. Donc, on est là pour vous communiquer un maximum d'informations pour vous aider à mieux vous installer. Je pense que je peux passer. Excuse-moi, j'essaie de répondre en même temps aux questions. Aucun problème. Alors, comme je l'ai indiqué précédemment, on a été dans une situation un peu d'urgence. On a tenté un maximum de pouvoir se préparer en prenant tout ce dont on avait besoin sur notre lieu de travail pour avoir les moyens matériels et les supports pour pouvoir travailler de la maison. Sauf que parfois, la maison ne nous amène pas un contexte dans lequel on se retrouverait en entreprise, et on doit s'ajuster à son environnement. C'est-à-dire aux équipements. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas forcément de bureau, n'ont pas forcément un espace vraiment dédié pour travailler. Il va falloir travailler dans un environnement dans lequel il y aura peut-être d'autres personnes. Donc, aujourd'hui, le fait d'utiliser les moyens du bord ou des moyens matériels qui ne sont pas à l'origine faits pour rester de manière prolongée vont être des risques de troubles musculo-squelettiques. Donc, des risques liés à des contraintes plutôt posturales. Les équipements outils, peut-être que vous travaillez sur des écrans à la maison en environnement de travail et qu'aujourd'hui vous travaillez sur un ordinateur portable. Tout ça peut avoir un impact sur la manière dont vous allez vous positionner, et puis si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir faire les réglages nécessaires pour avoir une position de moindre inconfort, évidemment vous allez vous générer des douleurs et des contraintes. Donc on va essayer au mieux de pouvoir vous donner des petites astuces. Mathieu, s'il te plaît. Alors, comment aménager son poste de travail? Donc déjà, son poste de travail, on part du principe qu'on a plusieurs équipements. On a donc un bureau, des équipements informatiques, un siège de travail. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une configuration, vous n'avez pas de bureau, ça va être la table de séjour. Vous n'avez pas forcément de siège que vous auriez peut-être utilisé à votre travail avec différents réglages, et vous allez utiliser une chaise, une chaise que vous auriez utilisée pour le séjour. Donc voilà, on va essayer de faire par étapes, de vous expliquer comment vous allez régler petit à petit. Donc je vous invite déjà à m'indiquer selon vous quel est l'équipement que l'on va régler en tout premier. Est-ce son écran ou bien son siège? Les dispositifs d'entrée, donc c'est les accessoires, clavier, souris, ou d'autres, si vous pensez à autre chose. N'hésitez pas à vous contenter de mettre juste A, B, C, D, voilà. Alors, une grande majorité pour le siège, avec une idée aussi pour l'écran, apparemment. Une hésitation entre l'écran et le siège. D'accord. On a beaucoup de A et de B. On parle ça, de luminosité également. Tout à fait. Alors, il y a toujours un point de départ. Pour pouvoir régler l'ensemble de son poste, on va partir sur un point de départ, donc sur un premier équipement.
Ça va être la base. Dès lors où on aura réglé ce premier équipement, le reste va s'ajuster. Et donc, la slide suivante nous indique effectivement c'est le siège. Je laisse la main à Mathieu qui va vous expliquer pourquoi le siège et comment faire. Après, effectivement, il y a Bertrand qui dit que c'est en fonction de ce qui est réglable ou pas. C'est un peu vrai aussi aujourd'hui en période de confinement où on n'a pas forcément tous les outils disponibles à la maison. Alors, pourquoi on va commencer par le siège? Eh bien, tout simplement, c'est parce que c'est ce qui va vraiment vous organiser votre poste de travail. Alors, déjà, la première question que l'on peut se poser, c'est pourquoi bien c'est essentiel parce que la position assise n'est pas une position naturelle, c'est une position dite non physiologique. Dès que l'on va s'asseoir, et c'est ce que veulent montrer ces petits schémas en dessous, bascule du bassin qui se fait et les pressions au niveau des disques lombaires, les pressions au niveau des disques lombaires ne sont pas faites de manière uniforme. Ce qui fait qu'en position assise, mon dos est plus sous contrainte. Et le dossier du siège, lui, par contre, il va venir compenser ça. C'est-à-dire qu'en m'adossant à mon siège, quel qu'il soit, c'est très important de pouvoir s'adosser, ça va permettre de venir rééquilibrer ma colonne vertébrale. On verra qu'on a peut-être un siège de cuisine, etc. Enfin, on utilise peut-être le siège de salon, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident d'avoir une bonne position. Mais c'est vrai qu'il est essentiel de bien s'adosser contre son siège. C'est vrai au bureau et c'est vrai chez vous. Ça, c'est vraiment les points essentiels. Ce point-là, il est essentiel. Et pour vous, c'est pas forcément, alors pour tous, d'ailleurs, je dis pour vous, mais c'est pour tous, c'est pas forcément une évidence. Parce que les gens vont s'asseoir au bord du siège, les gens vont se pencher vers l'avant, etc. Et c'est vrai que c'est probablement l'une des habitudes les plus difficiles à faire changer aux gens. C'est s'asseoir au fond de son siège. Quand les gens sont assis au fond du siège, souvent ils nous disent on ne peut pas travailler comme ça. Et pourtant, si, c'est comme ça qu'il faudrait travailler. Alors, déjà, donc, c'est bien s'asseoir. Quel que soit votre siège, asseyez-vous bien au fond de votre siège pour avoir un soutien de votre dos. N'hésitez pas, j'ai vu que des personnes essayaient d'écrire et j'ai vu qu'elles se sont ravisées. N'hésitez pas à laisser vos messages. Et le siège ballon. Alors, je vous propose d'en parler juste après. Et puis, j'en parlerai un petit peu après. Après ce petit schéma-là, ce qui est très important, et ça, c'est un schéma que nous proposons sur notre plaquette. Sur notre plaquette travail sur écran, c'est, pour faire rapide, c'est la règle des 90. Est-ce que je suis bien à 90 au niveau de mes bras? Ça, c'est le premier point. Est-ce que je suis bien à 90 au niveau de mes bras? Est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai bien, c'est ce que montre le schéma, les épaules relâchées? Est-ce que j'ai bien les bras le long du corps? Et est-ce que j'ai bien les avant-bras qui reposent sur le plan de travail? Ça, c'est le premier point. On verra que ce n'est pas toujours facile avec le siège de la maison. Ensuite, l'autre point également essentiel, c'est d'avoir les jambes à 90. Donc, ça veut dire que les cuisses sont parallèles au sol. Et ça veut dire aussi que les pieds reposent à plat au sol ou, si ce n'est pas possible, sur un repose-pied. Je reviendrai également sur votre question, Virginie, sur les accoudoirs, effectivement. Alors, donc il y a le ballon et il y a le ballon et les 90 avec les accoudoirs. Donc ça, c'est les deux 90. Donc les bras sont à 90 et les pieds sont à 90. Soit les pieds reposent à plat au sol, soit les pieds reposent sur un repose-pied. Alors, il y a pas mal de questions sur le repose-pied. Si on n'en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a aussi Tanguy qui nous dit qu'il existe des repos avant-bras aussi. C'est vrai, il existe pas mal de choses. Alors, 90 les bras, le dos également. Le dos également doit être à 90, c'est-à-dire tronc, cuisse environ à 90, voire même à 110 degrés, c'est-à-dire légèrement incliné pour éventuellement relâcher un petit peu le dos. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est ce qu'il faut essayer d'obtenir autant que possible, que l'on soit à son lieu de travail ou donc chez soi, à son domicile. Après, le ballon est intéressant. Je dirais que c'est intéressant pour une alternance posturale. En tout cas, moi, je le recommanderais plutôt dans ce sens-là. Pourquoi le ballon en alternance? C'est que ça permet donc de faire la bascule du bassin. C'est-à-dire qu'on n'a pas de dossier, mais le ballon crée une sorte de dynamique et ça permet finalement de vous redresser. Et finalement, le bassin va de nouveau se positionner comme si vous étiez en position debout, c'est-à-dire une position plus naturelle pour votre colonne vertébrale. Donc, c'est intéressant. Le ballon, pourquoi pas si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, il y aura d'autres astuces. Il faudra se lever régulièrement. Il y a beaucoup de questions. Donc,
c'est intéressant le ballon, mais attention, j'ai le sentiment en tout cas que ça peut créer de la fatigue physique, parce que ça me demande à vous de vous maintenir votre dos. Et donc, dans ces cas-là, ça peut créer un relâchement. Et à un moment donné, vous allez risquer de faire le dos rond. Donc, je pense qu'il faut vraiment pouvoir alterner, pourquoi pas, si vous avez un ballon, avec la position assise. Après, j'ai eu d'autres questions sur les accoudoirs. Alors, je vais essayer de répondre au fur et à mesure. Un siège assis genou, je suis pas un grand fan. Le siège assis genou, je suis pas un grand fan parce que j'ai peur que ça vienne comprimer le genou et que ça vienne comprimer l'arrière également du genou, le creux poplité. Et dans ces cas-là, ce que cela peut avoir comme conséquence, c'est un problème de retour veineux. Donc c'est un petit peu la limite que je mettrais à ce siège assis genou. Mais pareil, en rigueur, ça peut être la manière, une façon de cerner les positions de travail. Alors ensuite, je vais donner quelques astuces et j'espère répondre aux questions qui ont été postées. Forcément d'accoudoir sur son siège à domicile, même à son poste de travail habituel. Alors, s'il n'y a pas d'accoudoir, c'est pas dramatique en soi. C'est que vous ayez des appuis. Alors, Tanguy parlait d'un support. Ça existe et ça vient se poser sur le plan de travail. Oui, j'ai cru qu'il y avait un petit bug de connexion. Ça vient se poser sur le plan de travail et que vous n'avez pas forcément sur votre siège. Ça peut être une possibilité et ça peut bien fonctionner, c'est une réalité. Par contre, vous n'avez peut-être pas forcément de support avant-bras aujourd'hui avec vous, ni d'accoudoir non plus. Alors, ce qui peut être fait dans ces cas-là, c'est tout simplement de repousser le clavier un petit peu plus et de reposer environ la moitié de l'avant-bras sur le plan de travail. Et là, dans ces cas-là, vous aurez quand même une bonne surface d'appui qui permettra de relâcher vos épaules. Alors, idéalement accoudoir, pourquoi pas support avant-bras, et sinon, qui fera également très bien l'affaire. Donc ça, c'est pour les premières questions sur le repose avant-bras. Ensuite, bonne association chaise-table pour avoir les bras relâchés. Alors, l'association chaise-table, ça veut dire que normalement, il faut qu'on puisse reposer les pieds à plat au sol et qu'on puisse avoir les bras à 90. C'est pas toujours possible. Donc, souvent, quand on a un bureau qui ne se règle pas en hauteur, eh ben, on va d'abord régler les bras et ensuite, on va regarder un petit peu si les pieds touchent par terre. Donc, si les pieds touchent pas par terre, il n'y a pas de solution miracle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que vous trouviez une solution. Est-ce que vous avez une boîte à chaussures qui traîne? Est-ce que vous avez un élément, un support qui permettra de reposer vos pieds à plat au sol? Là, il faut faire, à mon avis, avec le système D aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est bien, mais je dis que pour que vous soyez bien assis aujourd'hui, pour ce télétravail qui a été mis en place en urgence, peut-être que ça peut être la bonne solution de trouver une petite bidouille comme cela. Une bidouille entre guillemets, hein, je le dis bien comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous puissiez trouver un support pour reposer à plat vos pieds sur quelque chose. Sinon, vous risquez de vous avancer au bord du siège et de ne plus avoir de soutien au niveau du dos. La bonne association chaise-table aussi, c'est que si jamais votre chaise est trop basse par rapport à votre plan de travail, vous risquez de rehausser vos épaules. Et là, dans ces cas-là, c'est les trapèzes et les deltoïdes qui vont travailler. C'est pas génial, surtout si c'est maintenu de manière prolongée. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de se rehausser, soit avec un coussin, soit avec quelque chose que vous disposez pour vous rehausser. Aussi, pour le dos, idéalement, les dossiers sont réglables en hauteur, ça marche très bien, ça vient se poser au niveau du creux du dos, les lombaires. Et parfois, on n'a pas sur son siège. Moi, je ne l'ai pas forcément sur mon siège. Donc, ce que l'on peut faire, c'est éventuellement mettre un coussin derrière son dos qui va venir un petit peu épouser la colonne de votre dos et soulager un petit peu les pressions au niveau des lombaires. Colin repose-pied, donc je l'ai dit. Et pourquoi pas travailler debout? J'ai entendu quelqu'un faire une remarque sur le travail debout. Ça peut être intéressant. Alors, pour travailler debout, à partir d'une planche à repasser, si j'ai bien lu, j'ai un doute. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit. Hauteur réglable, c'est super. C'est plutôt une bonne idée. Enfin, en tout cas, c'est une adaptation. Vous êtes adapté et c'est vrai que travailler debout, ça peut être très intéressant parce qu'on n'est pas forcément bien assis aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas forcément tous les équipements. Donc, si j'ai un plan de travail, un plan de cuisine ou une table à repasser, si elle est bien stable, etc., et pourquoi pas, eh ben, l'idée, c'est d'alterner les positions de travail et ça peut très bien fonctionner. En tout cas, pour votre dos, ça va être quand même reposant. Alternativement, ne restez pas debout toute la journée parce que ça va être une source de fatigue.
Donc vraiment, c'est en alternance qu'il faut jouer avec ces positions de travail. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup qui sont passées. Si jamais ce n'est pas le cas, remettez-moi la question sur le chat et j'y répondrai volontiers. Ensuite, et je crois que c'est moi qui pose la question, une nouvelle question. Alors, peut-être poser votre question juste après la question, mais sinon on risque encore une fois de perdre votre question. Est-ce que on peut travailler sur ordinateur portable? Enfin, est-ce qu'un travail sur ordinateur permet d'avoir une bonne position face à l'écran? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a beaucoup de faux. Olivier dit que ça dépend s'il y a un support. Sinon, il y a beaucoup vrai si on adapte. Faux. En gros, il y a majoritairement des faux et quand il y a des vrais, c'est qu'il y a une petite extension en disant bah oui, mais il faut que ce soit en fonction. Enfin voilà, faut qu'il y ait un ajustement spécifique. C'est ce que je vois pour l'instant en tout cas. Et après, je crois que c'est toi qui prends la parole ou c'est encore à moi? Toujours à toi. C'est encore à moi, c'est encore une diapo. Vrai en ajustant la position, etc. Très bien. Je mets la réponse peut-être. Je vois qu'il y a encore quelques personnes qui écrivent. Alors, il faut que l'écran soit adapté au niveau des yeux. On va y venir, effectivement. Ça peut être un indicateur, en tout cas, la hauteur de l'écran, on va y venir après. Nous, ce que l'on met, et c'est encore une illustration de Baccarat Cuisine, c'est encore à moi, c'est faux. C'est faux sans accessoires, en tout cas, parce que on ne devrait pas utiliser un ordinateur portable plus de 2 heures s'il n'y a pas d'accessoires. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion d'accessoire qui peut venir compenser un petit peu cette donnée-là. Mais c'est vrai que sans outils spécifiques, le travail sur écran portable peut induire un dos rond. C'est ce que montre un petit peu le schéma, c'est qu'on va se pencher vers son écran pour se mettre finalement un peu au niveau de son écran. Et donc, c'est pour ça que sans accessoires, ce n'est pas forcément le meilleur aménagement possible. Je crois que c'est à toi et je te laisse la parole, Aurélie. Tout à fait. Merci. On y reviendra un petit peu plus précisément sur le travail sur ordinateur portable par la suite, quand on parlera des écrans, le clavier et la souris. Donc, il y a des contraintes si on place mal le clavier et la souris. Alors, partons de deux situations, deux contextes. On travaille sur un écran classique et puis on a les accessoires naturels, voire un clavier et une souris, ou bien on a un ordinateur portable, on a eu la possibilité d'annexer ces équipements-là et donc ça va vous permettre de vous replacer. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous placez mal votre clavier et votre souris, vous allez créer des contraintes au niveau des membres supérieurs sur des fermetures ou des angles d'inconfort. Je m'explique avec la diapositive suivante. Par exemple, que l'on disait avec l'ordinateur portable, vous n'avez aucune distance entre l'écran et le clavier, ce qui fait que vous n'avez pas la possibilité de créer une distance sur le placement de votre clavier ou sur l'éloignement et la hauteur de votre écran. Le principe d'un ordinateur portable, de toute façon, c'est qu'il soit portatif, c'est qu'il soit compact, c'est qu'il soit transportable, et donc normalement, c'est pas pour travailler de manière continue. Donc, si on est dans ce cas-là, si on a la possibilité, il va falloir annexer des équipements. Et ça, on vous le précisera un peu plus tard sur les diapositives suivantes. Partons donc du contexte que l'on travaille dans le cadre où on a un clavier et une souris, vraiment déporté de son ordinateur portable ou de son écran classique. Si je mets mon clavier trop proche de mon bureau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être en fermeture finalement de la tête, donc je vais créer un angle d'inconfort parce que je vais fermer. Alors à moins que vous soyez très à l'aise avec votre clavier et que vous ne regardiez pas le clavier, le risque c'est que vous allez faire un mouvement répété, selon fait de votre saisie, à fermer la tête et à redresser la tête, ce mouvement-là. C'est la répétition du mouvement qui devient néfaste pour le corps. C'est pas tant la mobilité de la tête, parce qu'on vous demande, même si vous avez le dos toujours bien placé, bien appuyé sur votre chaise, vous avez préféré avoir un dossier haut,
la tête, elle doit rester mobile. En revanche, si on effectue un mouvement répété comme celui-ci, c'est là où ça va sursolliciter une zone et du coup devenir contraignant. Donc, si je suis dans le contexte trop proche de mon bureau ou alors trop éloigné, ça veut dire que pour atteindre mon clavier, je vais être en extension de bras, je vais tendre mes bras. Pareil, je vais être sur la tête. Le regard va être plutôt en regard en plongée, donc moins de fermeture de tête. Par contre, une sursollicitation au niveau des épaules, des trapèzes et donc des cervicales aussi. Donc, pourquoi? Parce qu'on est en extension alors qu'on demande de garder les épaules toujours relâchées et les bras souples. Donc finalement, la distance on va dire, de moindre inconfort, c'est, alors je vais vous dire des valeurs qui ne vous parlent pas parce que je pense pas que vous allez prendre un mètre pour passer votre clavier, mais je vous l'ai dit quand même parce que ce sont des normes, c'est entre 10 et 15 cm du bord du bureau. Il peut vous donner une indication pour vous. Il faut que ce soit suffisamment en avant. Vous avez les épaules basses, vous n'êtes pas en extension de bras, vous avez les bras souples, proches de votre centre de gravité pour garder une certaine souplesse et surtout vos avant-bras qui puissent s'appuyer sur votre surface de bureau, sur votre surface de travail, sur votre plan de travail. Puisque comme l'a indiqué précédemment Mathieu, aussi, plus vous aurez d'appui de votre corps, que ce soit sur votre assise ou sur votre plan de travail, plus vous allez relâcher et éviter les tensions. Donc, bien avoir vos avant-bras, qui ne soient pas en extension, qui soient suffisamment souples pour pouvoir faire de la saisie sur votre clavier. Sur la slide suivante, on indique aussi que l'idée, c'est donc effectivement de se placer face à son écran ou à ses écrans. Ça aussi, on y reviendra par la suite. Les petits ergots. Alors, les ergots, c'est les petites pattes que vous trouvez sous votre clavier. Et vous me direz, elles sont là, c'est qu'elles servent à quelque chose. Effectivement, on a une évolution du clavier. Son ancêtre, n'oublions pas, de l'ordinateur, c'est quand même la machine à écrire. Donc, c'était quand même un équipement qui était très haut, des touches profondes, aucun appui sur un support. Donc, quand il a évolué et quand il est aujourd'hui pensé, on cherche quelque chose de plus compact et de plus plat possible. Donc, il faut quand même des étapes. Je pense que vous avez tous remarqué que nos claviers, plus ça va et plus se rapprochent à ceux de nos ordinateurs portables. Donc, on avait quand même ce côté inclinaison du clavier. Aujourd'hui, nous, c'est pas ce que nous préconisons parce qu'on crée en fait des cassures de poignets, des mauvais angles. On veut le moins d'angles possible. On veut que la main soit le plus droite et le plus souple possible. Et en mettant ces ergots, vous cassez votre poignet et vous créez des appuis qui peuvent être néfastes. Je pense que vous connaissez tous le syndrome du canal carpien. Il peut être généré, par exemple, le fait de casser votre poignet, comme ça, quand vous saisissez, parce que vous avez en fait un appui toujours de manière prolongée dans une zone où il y a tous les petits vaisseaux et en fait, cette pression-là les obstrue et finalement, risque de vous provoquer ce type de syndrome. Donc, ce que nous, on préconise, c'est d'avoir la main le plus à plat possible, donc de mettre votre clavier le plus plat possible. En ce qui concerne la souris, quant à elle, c'est très simple. Dès lors où j'ai bien placé mon clavier, je place ma souris naturellement, en fait, en fonction de si vous préférez à droite ou à gauche, ça c'est libre à vous. Dans le prolongement, comme le montre la slide suivante, dans le prolongement du clavier. Très simple. Sachez que si vous vous équipez individuellement d'une souris, il y a des tailles de souris. Donc, n'hésitez pas à choisir si pour les femmes qui ont des petites mains, d'utiliser une souris un petit peu plus petite mais vous avez des formats de souris. Souvent, on n'y pense pas toujours. Donc, ça, je vous précise dans le cadre où vous vous équipez individuellement. Si c'est un équipement que vous a fourni votre employeur et que vous n'avez pas la possibilité de ce choix, c'est pas très grave, mais en tout cas, pour le confort, il vaut mieux prendre une souris à sa taille et la placer naturellement dans le prolongement du clavier. Je communique toujours une petite astuce parce que on se rend compte maintenant que les appuis de souris, on l'utilise plus vraiment. Et au final, certaines personnes m'indiquent avoir mal à l'épaule. Et ce qui peut générer une douleur à l'épaule, c'est un bras en extension parce que on n'a pas une surface de déplacement bien prédéfinie avec la souris, ce qui fait qu'on se balade naturellement avec la souris. Et finalement, on se trouve en extension. Si on y ajoute beaucoup de clics, en fait, on sursollicite son bras, toute une zone, tout plein de nerfs,
et ça peut générer en fait des douleurs. Donc la petite astuce, ressortez un vieux tapis de souris ou une petite surface et vous allez vous délimiter naturellement un périmètre de déplacement de souris et vous serez dans une zone plus confortable. Ensuite, slide suivante. Ça a du mal à passer, excuse-moi. Ah, pas de problème. Et puis, du coup, c'est à toi, Mathieu. Troisième étape qui va être le réglage. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, c'est bon? Oui. Ah, ok, non, excusez-moi, excusez-moi. Alors, on est reparti. La troisième étape, c'est effectivement le réglage de l'écran ou des écrans. Effectivement, on peut en avoir plusieurs. Et ça va également avoir une importance pour vos cervicales, parce qu'il a été dit, que voilà, qu'il fallait bien positionner certaines zones de confort. Donc, c'est important. Je peux te laisser éventuellement répondre à la souris verticale sur le chat, Aurélie, si tu veux bien. Oui, tout à fait. Il existe des souris verticales qui sont également disponibles. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Si on revient sur les écrans, ce qui évidemment ça ne marche pas. Voilà. Alors on va vous poser une question. Est-ce que l'on met le haut de l'écran au niveau des yeux, le plus bas possible, ou en fonction de la vue de l'utilisateur? Voilà, je vous laisse répondre à A, B ou C, en fonction de ce qui vous paraît le plus juste. Alors, vu que tout le monde répond en même temps, effectivement, on n'a pas parlé de l'outil de la souris verticale parce que c'est un outil qui est spécifique et que les gens n'ont pas forcément. Pour autant, effectivement, c'est un outil qui peut bien fonctionner parce que une position neutre, en tout cas, ça veut dire que le radius et le cubitus vont être parallèles, donc les os au niveau de l'avant-bras, et ça permet de limiter les tensions du bras. Ça peut être intéressant si on a des petites gênes au niveau du coude, si on a des petites gênes aussi éventuellement au niveau du canal carpien. Ça peut être vraiment des outils. Voilà, bah c'est ce qu'a dit. Voilà, c'est ce que tu dis, Aurélie également. Donc c'est un petit peu l'idée de la souris verticale. Effectivement, on n'a pas tous à son travail, on n'en a pas tous non plus à son domicile, mais ça peut être une alternative si jamais il y a des petites gênes qui apparaissent au niveau de l'avant-bras. Alors j'ai vu passer des réponses, j'ai vu essentiellement du A et du C. Alors on va faire une réponse en deux temps. Puisque l'idée, c'est d'abord au niveau des yeux. Alors, pourquoi au niveau des yeux? C'est-à-dire que normalement, un écran se place au niveau des yeux, la ligne horizontale des yeux, parce que notre regard lui va naturellement arriver au milieu de notre écran. De ce fait, au bas pour voir l'ensemble des informations présentes sur mon écran. Souvent, et on aurait dû peut-être de l'écran au niveau de la ligne horizontale des yeux. Et ça crée un risque important d'extension du cou. L'extension du cou, c'est quand on lève la tête. Dès que vous levez le menton, vous êtes en extension. Alors, ces extensions-là, il faut les éviter autant que possible. Les extensions, on a le droit à 0 degré. Dès que vous êtes à -1, dès que vous levez la tête, vos cervicales sont en difficulté. Elles sont vraiment sous contrainte. Donc, c'est vraiment important de laisser la tête droite et d'éviter les tensions au niveau du cou. Donc, on va vraiment mettre le haut de l'écran au niveau de la ligne horizontale des yeux. Ça, c'est la règle habituelle. La bonne hauteur. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas toujours le cas, notamment quand vous avez un ordinateur portable. On a mis une illustration, on aurait pu en mettre une deuxième. Je vais commenter les deux possibilités. C'est vrai que ce qui est possible de faire, c'est de rehausser son écran. Le rehausser avec les moyens du bord. Oui, je vois que le son n'est pas idéal. Ma connexion est très moyenne aujourd'hui. Je fais au mieux. Si c'est vraiment difficile, je laisserai Aurélie reprendre la parole. Donc, on va rehausser son écran, son ordinateur portable avec ce que l'on a, une caisse, etc. Après, il existe aussi des supports spécifiques, des supports écran qui permettront de rehausser l'écran et de l'incliner. Dans tous les cas, ce que montre l'ajustement télétravail, entre guillemets, en tout cas, ce que montre cet ajustement sur la photo de droite, c'est qu'il vous faut absolument, et c'est ce qu'a dit Aurélie, un clavier et une souris
Ensuite, et la réponse est que partielle, puisque j'ai vu des essais passer aussi, et il faut effectivement adapter en fonction de la vie de l'utilisateur. Tout à fait. Ça concerne les personnes qui sont porteuses de verres progressives, puisque la progression est en bas, au niveau du bas des verres, donc ne pas hésiter à justement rabaisser quelque peu quand même l'écran. Sachez qu'il existe aussi des verres dégressifs qui ne sont pas forcément proposés naturellement par les opticiens, mais si vous leur indiquez voilà votre activité, que vous travaillez beaucoup sur écran et que vous pouvez être gêné avec les verres progressifs, ils pourront vous proposer justement des verres dégressifs pour l'activité de travail sur écran. Merci. Alors, effectivement, le travail en double écran, ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte de l'entreprise, on se retrouve souvent dans cette configuration travailler sur deux écrans, soit deux écrans fixes, enfin, je dis deux écrans fixes, c'est que je mets de côté la partie ordinateur portable, ou bien l'écran fixe et l'ordinateur portable en deuxième écran. Alors, pour pouvoir connaître la meilleure configuration qui est la plus adaptée en fait à votre activité, c'est qu'il faut bien dans un premier temps déterminer quelle est la fréquence d'utilisation de mes écrans. Est-ce que j'ai un écran principal sur lequel j'effectue ma saisie et puis un autre, c'est juste de l'information, c'est un support, ça peut être votre boîte mail, ça peut être des documents d'information qui vous permettent voilà, de faire votre partie saisie, ou bien je travaille aussi bien sur mes deux écrans, je bascule des informations d'un écran à l'autre. Là, ce sont des informations qui vont vous permettre justement de mieux vous placer. On est dans la configuration où je travaille même fréquence sur mes deux écrans, je vais être sur la première configuration des écrans qui sont côte à côte. Et par conséquent, je me place au centre de ces deux écrans pour travailler sur un balayage visuel, sur un champ visuel. Ça évite, ce qu'on veut éviter surtout, c'est un mauvais positionnement pour toujours un mouvement répété de la tête qui peut être néfaste à un moment donné. Donc, si toute la journée, vous finalement travaillez sur deux écrans de même intensité, mais qu'il y en a un qui est déporté, et que finalement vous faites un mouvement de va-et-vient en permanence, là, c'est source de générateur de douleur. En revanche, vous êtes dans le cas où vous avez quand même un écran principal et par exemple, votre ordinateur portable, c'est juste un support pour votre messagerie, c'est juste consulter, pouvoir regarder. Il n'y a aucun problème de le déporter à gauche ou à droite, à votre guise, à votre confort personnel, légèrement sur le côté. Et par conséquent, là, je me place face à mon écran principal. Le nombre d'erreurs. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends plus. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Tout va bien. Oui, on t'entend bien, Aurélie. Okay, très bien. Alors, aujourd'hui, si dans le contexte de votre domicile de télétravail, vous avez vraiment la possibilité, vous avez un ordinateur ou un écran fixe, on va vraiment vous guider, vous orienter à travailler sur écran fixe et déporter votre écran, comme l'a indiqué précédemment Mathieu. Même si on est sur une configuration où on a mis notre ordinateur portable sur une pile de livres pour le rehausser, vous allez plutôt préférer comme un écran annexe pour celui-ci. Ça sera toujours plus confortable de travailler sur un écran où vous pourrez surtout régler sa hauteur. Ça aussi, c'est très important. Slide suivante, s'il te plaît, Mathieu. Donc, sur cette partie-là, si on devait ponctuer cet ensemble d'informations, ce qu'on va surtout préconiser, comme on l'a dit au départ, travailler sur écran, c'est pas forcément nuisible sur la santé, c'est le fait, en fait, de se positionner, c'est la sédentarité qu'amène le travail sur écran. Donc, nous, on vous invite vraiment à bouger. Bouger, c'est quoi? C'est déjà, c'est se lever pour mieux se rasseoir, parce que maintenir une position assise, vu que c'est pas naturel, au bout d'un moment, on s'affaisse, au bout d'un moment, on gesticule, on n'adopte pas les bonnes postures. On bouge aussi pour permettre le retour veineux. On bouge aussi pour réactiver toutes ces fonctions musculaires, qu'on ne soit pas justement sur quelque chose où on est complètement gainé, contracté. Comme on l'indiquait sur certaines postures, on se retrouve souvent dos rond, affaissé, la tête en avant, la fermeture. Donc, retrouver une mobilité et surtout une position naturelle, la position debout qui est beaucoup plus confortable pour l'homme. Donc, de bouger, faire des pauses, vaut mieux privilégier dans le contexte du télétravail parce que en plus, on est dans des fois, on est dans un environnement
plus calme et on n'est pas aspiré par ce qui se passe autour de nous. Si on a l'habitude de travailler dans des espaces partagés ou dans des open space, on va voir le collègue, on va se lever pour aller lui communiquer une information, pour aller chercher une impression. Tout ça, en fait, s'annule quand on est à la maison. On est dans un contexte où on est beaucoup plus sédentaire. Et puis, pour le contexte où vous êtes plus au calme, on va même oublier de faire des pauses. Il vaut mieux faire plusieurs pauses courtes, une longue pause, mais courte, pour juste se redresser, se relever et mieux se rasseoir. Bouger, c'est aussi la variation de posture, comme on l'a indiqué précédemment, si on peut essayer de travailler debout à certains moments. Et puis surtout aussi les pauses visuelles, très important parce qu'on travaille sur écran. Ça amène une grande fatigue visuelle, surtout sur les ordinateurs portables. C'est pas la même résolution, c'est beaucoup plus opacifiant. Parfois, il y a des écrans plus lumineux. Si vous n'avez pas la possibilité de vous placer dans un environnement avec une lumière naturelle, par exemple perpendiculaire à la lumière naturelle, et que vous avez cette gêne-là, pour faire des pauses visuelles, ça va être encore plus recommandé. Donc, pause visuelle, c'est vraiment de lâcher le regard de l'écran, de regarder loin devant plusieurs secondes, et pas, par exemple, de lâcher l'écran pour regarder son smartphone, par exemple. Donc, sur cette partie, voilà, n'hésitez pas si vous avez des choses que vous souhaitez qu'on reprécise. On pourra le faire aussi à la fin si vous le souhaitez. On va passer à une autre étape. Alors, on va accélérer un peu le rythme parce qu'on a pris un peu de retard. Donc, on va parler de maintenant du confinement. Alors, c'est un peu plus rapide, mais si on va trop vite, surtout vous nous le dites. Mais on a voulu également donner des conseils complémentaires par rapport au télétravail, puisque ce n'est pas forcément une habitude pour tous. Pour nous, par exemple, c'est une nouveauté. Et il y a des petites choses à gérer pour être le mieux possible en télétravail. Déjà, se mettre en condition pour télétravailler, c'est une chose qui me paraît s'habiller comme pour aller au travail. Ça peut paraître étrange comme phrase, mais j'ai mis la chemise parce que je savais que j'allais faire une visioconférence avec vous aujourd'hui. Ce qui est important aussi, c'est pouvoir instaurer des rituels ou des routines de travail. Quand vous étiez au bureau, vous aviez vos routines, vous preniez peut-être votre café à 9h30, vous en repreniez peut-être à 11h30, peut-être que vous sortiez dehors à je ne sais quelle heure. Enfin bref, vous aviez mis en place des rituels qui permettaient de bouger. Et aujourd'hui, finalement, vous ne bougez beaucoup moins parce que vous n'avez plus ces rituels et ces routines de travail. Donc, c'est vraiment très important. Même instaurer des routines, des rituels comme communiquer, faire des réunions de groupe, ça peut être ça aussi, hein, pour éviter l'isolement. Ce qui est important aussi, c'est de disposer autant que possible d'un et ça, c'est autant que possible, c'est dans l'idéal parce que effectivement, là, je me suis enfermé dans la chambre, c'est pas génial parce qu'il n'y a pas une super connexion et je m'en excuse, mais il y a mon fils qui est à côté, qui est petit, qui court partout, donc au moins c'est une zone privée où je sais que je vais être au calme. Après, effectivement, on a parlé de luminosité à un moment donné, donc c'est important d'avoir un éclairage naturel par rapport à son environnement de travail. Et ce qui est important, autant que possible, c'est de se mettre perpendiculaire aux fenêtres pour éviter soit les reflets sur votre écran, soit l'éblouissement du soleil, de la lumière directement sur votre œil. Donc perpendiculaire, ça vous permet vraiment d'éviter ces sources de gêne lumineuse. Définir un emploi du temps, c'est également intéressant, c'est pas une obligation, mais ça permet de se dire voilà, à ce moment-là, je suis vraiment pleinement disponible pour mes collègues. Là, c'est un temps perso pour moi. Et pourquoi pas avoir une to-do list. Ça peut aussi permettre de se rassurer, se dire bah, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire. Demain aussi, la semaine prochaine aussi. Peut-être pas jusqu'à la semaine prochaine, je ne sais pas quel est votre visuel. Mais se dire quelles sont les choses à faire aujourd'hui ou le lendemain, ça permet aussi de ritualiser ces journées, de les organiser. Et parfois, ça permet de s'aérer l'esprit. Ensuite, c'est à toi. J'arrive pas à passer, mais c'est à toi. D'accord. En effet, donc s'organiser pour s'économiser, mais aussi déconnecter. Ça, c'est un peu les aléas du télétravail, c'est que quand on n'a plus un cadre professionnel avec des rythmes, des horaires, parfois on travaille à des heures décalées. Alors, c'est pas le problème, hein. Ça, il faut bien le définir avec votre employeur. Parfois, surtout quand on est en famille et qu'on a les enfants et qu'il y a la gestion, parfois certains sont aussi sur des organisations à temps partiel. Dès lors où vous avez bien déterminé avec votre employeur les moments où vous êtes joignable, votre organisation, que vous soyez plutôt à travailler en décalé ou non, mais le tout, c'est de ne pas déborder sur votre horaire de travail.
parfois, on se dit, allez, je suis dans un élan, je suis bien, je suis au calme, je suis à la maison, j'ai rien qui interfère. Et finalement, eh bien, ça peut vous créer une charge de travail, ça peut créer une fatigue supplémentaire. Donc, bien définir ses horaires pour aussi être joignable, pour aussi concilier la vie professionnelle et la vie pro, hein, parce que c'est pas parce qu'on est à la maison et qu'on a peut-être un contexte peut-être plus favorable pour certains et moins favorable que on doit du coup entacher sa vie personnelle. Hein. Il faut bien réussir à distinguer les deux et c'est pas évident hein, quand on est à la maison. Respecter sa pause déjeuner, ça c'est inévitable. Hein. Donc on est peut-être en décalé et des fois on se dit je mangerai plus tard, alors qu'au travail on est rythmé par les horaires des restaurations collectives, de manger avec les collègues. Parfois, on va manger sur le pouce, on va manger devant son écran. Donc, de bien faire une coupure, pour mieux se remobiliser dans son activité, hein, pour bien distinguer. Et puis, en plus, ne pas hésiter à bien dissocier, surtout quand on travaille dans une même pièce, là où on déjeune et là où on travaille, de se dire je me mets dans un autre endroit où je pousse mon écran pour dire que là, c'est mon temps de pause. Et puis, comme je l'ai indiqué précédemment, voilà, des pauses visuelles. Alors, soit elles sont régulières et plus courtes, soit une vraie pause. Et à ce moment-là, c'est un temps où vous allez quitter votre écran, vous allez faire une autre activité. Vous allez, si vous avez un jardin, aller prendre un petit peu l'air. Si vous êtes en appartement, d'aller faire une autre activité ou aller parler avec vos enfants, votre conjoint ou passer un appel téléphonique. Mais vraiment faire une coupure. Et les pauses passives, effectivement, les pauses passives, c'est les pauses où on dit qu'on est toujours sur une activité, mais on n'est pas forcément sur écran. On va être en train de passer un appel professionnel. On peut être sur une petite réunion informelle avec un collègue pour échanger et de se sentir toujours en fait connecté dans le cadre du travail, pas se sentir isolé. Et pourquoi pas prendre du temps pour toi, effectivement. Alors ça, on ponctuera un petit peu cette sensibilisation sur le temps pour toi, mais effectivement de faire des coupures, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai terminé ma journée, pour bien ponctuer, j'ai fini ma journée, faire une activité qui nous fait plaisir, que ce soit une activité sportive, créative, un jeu, un moment de détente pour pouvoir en fait le lâcher prise de l'activité professionnelle et de se dire, même si je suis chez moi, je fais deux choses bien distinctes. Éviter l'isolement professionnel, ça c'est aussi un risque quand on travaille à distance, parce qu'on n'a plus le collectif de travail, parce qu'on n'a plus l'émulsion de son environnement de travail, de son cas de prendre son véhicule, de prendre son vélo, de prendre les transports en commun pour aller travailler. Et ce qui fait qu'on a cette sensation en fait de sédentarité et puis d'être un petit peu coupé. Donc il faut toujours en fait maintenir le lien. Hein. Il faut que le manager, la hiérarchie soit en contact, soit disponible si besoin, ne pas hésiter à créer des réunions, même les pauses café, hein, les pauses café avec en web conférence, ça marche bien, des temps où on fait des points avec les collègues, même si c'est pas tous les jours, mais de se dire dans la semaine j'ai un temps où je vais pouvoir échanger avec mes collègues ou avec mon manager et je sais qu'il est joignable, je sais qu'il est accessible. Ça, c'est très important, c'est réconfortant. Ça permet de faire aussi le point sur son activité, si on se sent surchargé ou en sous-activité, pour pouvoir justement réguler. Lorsqu'on parle d'information au bureau, c'est d'avoir accès à tous ces moyens. Alors, on n'a peut-être pas forcément eu le temps de prendre tous les supports, mais en tout cas, d'avoir une connexion possible, d'avoir accès à des fichiers qui nous permettent de bien mener notre activité, de ne pas se sentir ralenti ou empêché. Partager son emploi du temps, c'est de dire à quel moment je suis joignable ou non. Parce que, par exemple, si dans votre organisation personnelle, avec vos enfants, si vous savez que le matin, vous n'êtes pas joignable, évitez de mettre des réunions le matin et plutôt préférer l'après-midi pour ne pas se sentir en fait coupé ou empêché. Et puis toujours garder des temps d'échange. Aujourd'hui, on a dû faire face à cette adaptation et c'est vrai que la visio, les échanges en visio fonctionnent de plus en plus et c'est toujours en fait appréciable de pouvoir être en lien avec les collègues, avec le collectif de travail. Alors, effectivement, comment garder le moral? On a toujours des hauts et des bas. Et vous l'avez probablement constaté pendant le confinement. À un moment donné, vous avez
pu ressentir un coup de mou qui a pu durer un jour ou plus. Et vous avez peut-être ressenti de manière très forte toute mauvaise nouvelle ou contrariété qui, du coup, prennent des proportions démesurées. Alors, prenez le temps de vous relire avant de répondre à un mail ou de renvoyer un SMS de réponse. Mettez à distance les pensées négatives pour préserver votre santé mentale. Évitez de vous projeter dans des scénarios catastrophes. Prenez du recul. Alors, pour garder un bon moral, ça passe d'abord par un bon sommeil. Le sommeil, c'est une des pierres angulaires du moral. On a pu constater pendant le confinement qu'il y a un glissement de l'heure de couchage et on a tendance à se coucher de plus en plus tard. Sachez que moins on dort, plus on mange. Et une insomnie va entraîner la fatigue, va entraîner du coup une baisse de l'activité physique et une augmentation du grignotage. Un manque de sommeil peut vous rendre plus facilement irritable, peut vous entraîner des troubles de concentration. Là, je vous ai mis les 10 commandements du bon sommeil. En 1, ne pas décaler ses horaires de coucher et de lever, ne pas aller au lit plus tard qu'à son habitude et ne pas traîner le matin si la nuit a été mauvaise. En 2, garder un temps limité au lit pour renforcer l'association lit-sommeil. Si je ne dors pas, je sors du lit. En 3, s'exposer le matin à l'ensoleillement ou à une forte lumière, luminothérapie, écran, va garantir le bon fonctionnement de l'horloge biologique. En 4, faire du sport, l'activité physique à la maison ou maintenant dehors, complétera la lumière pour maintenir stable son rythme veille-sommeil et de préférence arrêter 3-4 heures avant l'heure du coucher. En 5, faire une sieste. La sieste est une alliée si elle n'est pas trop longue. 20 minutes max, voilà. Restez en sommeil léger et quand vous vous en sortez, vous êtes en forme. En 6, modérer la consommation d'excitants, café, coca, boissons énergisantes et ne plus en absorber après 14 heures. En 7, alterner les activités physiques ou manuelles le jour pour résister à la somnolence, surtout postprandiale du déjeuner. En 8, éviter les dîners trop gras et n'oubliez pas les féculents du soir pour éviter les fringales nocturnes. Surtout, ne sautez pas de dîner. En 9, déconnectez-vous 1 heure ou 2 avant le coucher. Éteignez vos smartphones, tablettes, écrans et préférez un bon bouquin genre L'Assommoir de Zola. Ça marche très bien. Et en 10, aménagez-vous une chambre propice au sommeil, c'est-à-dire obscure, silencieuse, avec une température entre 18 et 20 degrés. Globalement, il faut être à l'écoute de votre corps. Les signes de sommeil, qui sont le bâillement ou les paupières lourdes, vous donnent le signal d'aller vous coucher. Et là, je vous ai mis une application, l'application Canopé, qui a été développée par l'équipe du professeur Pierre Philippe, qui est responsable de la clinique du sommeil du CHU de Bordeaux, qui va permettre de tester votre sommeil et de vous proposer un suivi et des recommandations personnalisées. Slide suivante. Ensuite, effectivement, pour garder le moral, ça passe aussi par une séparation du pro, du perso. Il faut penser à soi. Et la séparation, il faut la faire à la fois dans la semaine et aussi complètement déconnecté le week-end. D'ailleurs, l'équilibre vie perso, vie pro, c'est un des éléments de la qualité de vie au travail. Sur le plan mental, préserver un rythme de vie régulier, tout en conciliant vie privée et vie professionnelle. Sur le plan émotionnel, faites-vous plaisir, comme Aurélie vous l'a dit, par des activités diverses, qui peuvent durer 5-10 minutes ou plus, que ce soit la télé, la lecture, la musique, et prenez le temps de faire les choses et de vivre chaque moment. Accordez-vous des pauses sans culpabiliser, puisque
Aurélie vous en a parlé, les pauses font partie des rituels à conserver. D'ailleurs, dans la journée, quand vous en ressentez le besoin, dégourdissez-vous les jambes, détendez-vous quelques minutes et ne culpabilisez surtout pas. Concernant la vie sociale, la partie professionnelle, Aurélie en a bien parlé, il y a aussi la partie personnelle. L'intégration du salarié à la communauté de travail et à la vie de l'entreprise peut être facilitée par l'utilisation des moyens de communication à distance, qui sont la vidéoconférence, l'audioconférence, les forums, la messagerie. Concernant les managers, faites attention à votre équipe. Par contre, nous, en tant que salariés, on est acteurs dans notre vie, mais aussi dans notre vie au travail. Donc, n'hésitez pas à garder le contact avec vos collègues, car passer 8 heures derrière un écran, cela peut être démotivant. Et cela l'est d'autant plus si on ne maintient pas le contact avec ses collègues. La communication interne est cruciale, car elle est source de cohésion et de sentiment d'appartenance à un collectif soudé. Et c'est vrai qu'habituellement, on prend le temps de discuter avec ses collègues et d'échanger autour d'un café. Et bien, comme on vous l'a dit tout à l'heure, rien n'empêche de continuer à le faire, mais à distance. Ainsi, pour préserver la cohésion, la clé est de garder une dimension humaine dans les échanges. Il est donc essentiel de ne pas céder au tout mail et certains outils collaboratifs comme WhatsApp ou les autres messageries instantanées sont plébiscités d'ailleurs par les télétravailleurs. Mais les échanges par téléphone restent toujours d'actualité. Il faut de toute façon mixer les types d'échanges. Concernant le slide suivante, garder le moral passe aussi par l'alimentation et vous l'avez constaté pendant le confinement, on s'est mis à cuisiner davantage, à se faire plaisir. Il faut effectivement concilier plaisir et bien-être, le plaisir de manger. Par contre, il vaut mieux équilibrer les dépenses et les apports, réduire la portion s'il n'y a peu ou pas d'activité physique. Par contre, important de rythmer les repas. Tous les midis, arrêtez de travailler, prenez une vraie pause déjeuner. Sachez que les glucides doivent intervenir entre 40 à 55% dans votre alimentation. On les retrouve dans les céréales, les fruits, les légumes, les produits laitiers, les produits sucrés bonbons, mais attention aux sucres cachés également qu'on retrouve dans les plats cuisinés industriels, les viennoiseries qui, eux, sont des facteurs de risque de développer un diabète. Les lipides doivent faire partie à 35-40% de votre alimentation. On les retrouve dans l'huile, le beurre, la crème, la charcuterie, mais aussi les poissons, et donc privilégier les poissons gras. Les protéines, qui doivent constituer 10 à 20% de votre alimentation, sont retrouvées dans les viandes, les poissons, les œufs, les produits laitiers, mais aussi les oléagineuses. Les lentilles, donc des protéines végétales, sont, comme toute protéine, indispensables pour la masse musculaire. Donc là, je vous ai mis 9 commandements pour l'alimentation. Structurez votre journée en conservant un rythme normal des repas. Évitez le grignotage, si besoin, en instaurant une collation dans l'après-midi dont le coût calorique sera pris sur le repas du soir qui sera diminué d'autant. Mangez lentement pour savourer votre repas et améliorer la satiété. Réduisez la taille des parts et limitez l'alimentation aux heures diurnes car manger la nuit est diabétogène et obésogène. En 2, il faut se tourner sur le fait maison avec des ingrédients simples, souvent peu coûteux, dans des recettes plus ou moins élaborées, ce qui permet aussi d'occuper l'esprit utilement. D'ailleurs, sur le site Horizon Santé Travail, vous avez également quelques recettes très adaptées. En 3, cuisiner en optimisant ce qu'on a dans ses placards. Diversifier les usages des conserves et des féculents en introduisant des condiments, des herbes, et en empruntant des idées de cuisine exotique, varier les plaisirs. En 4, privilégier les légumes, que ce soit surgelés ou frais, les fruits de saison, les légumineuses. En 5, hydratez-vous suffisamment. On arrive vers l'été, donc n'hésitez pas à boire régulièrement tout au long de la journée.
en télétravail, on a tendance à moins boire. Attention à ça. En 6, dégustez votre repas. Prenez le temps. En 7, arrêtez de manger dès que vous avez identifié la satiété, c'est-à-dire le sentiment de ne plus avoir faim. En 8, vous pouvez aussi noter sur un calepin tout ce que vous consommez, les aliments solides, aussi bien que liquides, chaque jour et à quelle heure. Ça va vous donner une idée d'un petit peu de ce que vous mangez. En 9, après le travail, allez vous balader. Excuse-moi, hop, c'est bon. Ouais, alors, comment gérer les addictions? Effectivement, l'envie, la frustration, le manque, la sensation d'abandon, l'angoisse, l'anxiété entraînent des désirs, une résurgence des désirs primaires. Alors, ça va sur l'alimentation, mais pour, par exemple, les fumeurs ou les personnes qui prennent un verre de vin de temps en temps ou une bière de temps en temps, on peut avoir une augmentation de notre consommation. Là, si vous sentez que vous n'arrivez plus à gérer, n'hésitez surtout pas à appeler votre médecin traitant. Surtout, là, je vous ai mis des sites web, donc tabac info service, alcool info service, drogue info service, où vous pouvez trouver pas mal de documentation. Vous avez aussi la possibilité d'un chat pour alcool info service, drogue info service, et pour les 3 sites, vous avez possibilité de contacter des spécialistes par mail ou donc par téléphone. Pour tabac et alcool, ce sont des numéros locaux non surtaxés, et pour les drogues, c'est un numéro vert. Et donc, pour garder le moral, évidemment, il vaut mieux pratiquer une activité physique. Tu prends la parole, Aurélie, ou je fais? Comme tu veux, moi je suis sur les… Comme tu le sens. Vas-y, c'est à toi. C'est à moi. Effectivement, on parle de sport, mais l'objectif, c'est de parler d'activité d'un point de vue général. Hein. C'est pour bien faire cette session, et surtout quand on fait du télétravail, comme je l'indiquais précédemment, c'est de faire cette coupure. Donc, prendre du temps pour soi, c'est faire quelque chose qui nous plaît et qui nous fait du bien, que ce soit au corps et que ce soit aussi à l'esprit, et de se dire, voilà, le plaisir aussi d'une fin de journée, c'est d'amener sur des activités agréables et le plaisir de pouvoir faire autre chose, parce qu'on est dans un environnement où on n'a pas l'habitude de travailler, et du coup, quand ça prend beaucoup de place, ça peut empiéter et supprimer certaines choses. Donc, il faut surtout les maintenir. Aujourd'hui, on est dans un contexte beaucoup plus souple parce qu'on a la possibilité de sortir. Donc, ne pas hésiter de faire une activité, aller marcher, aller courir, faire même du jardinage, du bricolage, ne serait-ce que même entretenir son environnement. Hein, c'est une activité où on se bouge, hein, on remobilise son corps. Donc ça, ce sont effectivement des choses qui vont faire du bien au corps et à l'esprit. Cependant, restons tout de même raisonnable, c'est-à-dire que quand on est dans un contexte où on se sent empêché de certaines choses, où on se sent peut-être dans la sensation d'enfermement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais ce qui a été, on a envie de faire des nouvelles choses, et il faut faire aussi des choses à sa juste capacité. Hein, ne vous lancez pas dans de la course à pied si vous n'avez jamais couru. Hein, commencez déjà par des balades, de la marche, des petites activités à la maison, mais ne pas entrer dans des excès qui pourraient aussi entraver votre état de santé. Mathieu, ouais. Oui, c'est parti. Ok, donc on s'est appuyé sur un article qu'a diffusé le ministère des Sports, hein, donc ça reprend vraiment ce que je disais dans la slide précédente. L'idée, c'est de refaire, voilà, de se remobiliser physiquement, parce que on est sédentaire derrière notre poste de travail, derrière
ordinateur, on n'a plus des temps de trajet, des marches, des petites choses. En plus, on était très limité auparavant dans nos déplacements. Aujourd'hui, il faut reprendre ce temps de pouvoir remarcher, de pouvoir refaire des choses à l'extérieur et de se redonner en fait envie de faire cette scission travail et vie perso. Ça, ce sont des petites astuces d'application que vous pouvez en fait utiliser pour vous guider, parce que parfois, surtout pour les personnes qui avaient l'habitude de suivre peut-être des cours collectifs, d'aller dans des salles de sport, qui ne sont pas forcément du coup autonomes sur des idées de comment faire du sport. Donc, ce sont plein de petites applications en fonction de ce que vous voulez faire qui vous aideront selon votre niveau, selon votre capacité physique, selon vos objectifs, de vous appuyer par ces applications qui pourront être un support pour vous. Alors, il y a quelques petites questions. Alors, Christina, ça se termine. Hein, on sait pas. Il y a eu quelques petites questions. Ah, j'ai pas. La première question qui est concernant à l'arrivée de l'été, l'utilisation d'un climatiseur mobile est-elle conseillée en cette période de pandémie? Narada précise le recyclage de l'air. Donc, c'est vraiment important cette notion de recyclage. La propagation des virus. Après, il y a une autre question également sur le casque anti-bruit par rapport à son voisin. Alors, je suis ennuyé, je ne sais pas trop quoi répondre. C'est-à-dire que peut-être la première chose à faire est de lui demander de faire moins de bruit, si c'est possible, effectivement. Parce que, effectivement, avoir des voisins bruyants, ça peut être insupportable, parce que ça peut vraiment être source de déconcentration. Après, un casque anti-bruit, ça va vous isoler complètement. C'est-à-dire que les casques anti-bruit, souvent, ils sont faits pour vraiment avoir une grosse atténuation du niveau sonore et de vous protéger l'oreille. Ça existe, c'est possible. Maintenant, ce qui peut éventuellement exister, ce sont tout ce qui est éventuellement ils sont adaptés un peu pour les open space. Souvent, ce sont des bouchons moulés. Ils sont vraiment adaptés à l'oreille. Ça coûte une centaine d'euros. Ça permet vraiment de s'isoler, mais de laisser passer certaines fréquences sonores, notamment les ondes qui permettent d'entendre encore la parole. Ça permet éventuellement d'entendre son conjoint, sa conjointe discuter avec vous. Enfin voilà, ça sert un petit peu à ça. Le casque anti-bruit, vraiment, ça va vous isoler. Enfin, si c'est la seule solution que vous avez, c'est peut-être ça. Mais sinon, après, d'autres alternatives, les bouchons contre le bruit qui sont vraiment adaptés plus pour ce type de nuisance sonore. Je vais passer la diapo suivante parce que c'est l'heure des questions. Olivier, si on n'a pas bien répondu, on continue. Ah bah non, il y a la conclusion, effectivement, excuse-moi, c'est terminé, c'est la conclusion, Narada. Alors effectivement, en conclusion, ritualisez votre journée de travail, gardez le contact, prenez du temps pour vous, positivez ce mode de fonctionnement et continuez les mesures barrières, la distanciation sociale et physique. Et surtout, n'hésitez pas à contacter votre service de santé au travail si vous avez des interrogations. N'oubliez pas que le médecin du travail reste disponible pour des téléconsultations à votre demande. Voilà. Et pour approfondir, n'hésitez pas surtout à aller sur le site horizonsantétravail.fr. Vous y trouverez notre documentation.